à cette nouvelle séance des rendez-vous du mardi qui s'intitule Contribution des insectes détritivores à l'approche One Health. Aujourd'hui, nous recevons Michel Sauvin, qui est pharmacien, directeur de recherche à l'IRD et chercheur principal à l'université péruvienne Cayetano Heredia. Donc, bonjour Michel, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, et donc cette présentation va essayer de montrer que les insectes détritivores ont une très grande importance en termes de santé, santé humaine, mais aussi santé des animaux que l'on élève et santé de l'environnement. Alors un rappel sur le concept One Health, une seule santé. Ce sont les efforts de collaboration de diverses disciplines, scientifiques et autres, travaillant au niveau local, national et mondial pour atteindre une santé optimale pour les personnes, les animaux et notre environnement. Quand on parle des animaux, on parle essentiellement des animaux qui nous entourent, des animaux liés à nos activités. C'est une clé, probablement très importante pour réduire les risques de pandémie, on est en plein dedans, et de prendre davantage en compte cette interdépendance entre ces trois domaines de la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il est vraiment nécessaire d'avoir cette approche. C'est la production d'aliments. La production d'aliments pour nous et aussi pour les animaux qui sont destinés à notre consommation. Il faut qu'ils soient sûrs, qu'ils soient sains. L'utilisation durable des ressources dans une perspective de préservation de l'environnement. On est dans un contexte où il faut vraiment penser à un développement durable, ou en tout cas un fonctionnement qui recycle au maximum les matières organiques en particulier, et généralement, comme le fait très bien la nature sans l'homme. Le troisième point, qui est un point aussi lié vraiment à la santé, c'est que santé animale humaine, ça fonctionne mieux quand on n'est pas malade, c'est-à-dire quand on évite, grâce à des attitudes de prévention, d'être malade. Alors maintenant, on va parler de ces insectes, ces fameux insectes en général et les insectes détritivores. On a vraiment, ça c'est vraiment frappant et c'est valable dans énormément de cultures humaines, un imaginaire collectif qui représente les insectes en général et les insectes détritivores en particulier comme répugnants, dangereux et vecteurs de maladies. Aussi dans l'imaginaire collectif, et c'est aussi une réalité liée à notre culture, on voit les insectes pulluler dans des endroits qu'on considère comme sales, chauds et humides, ce qui veut dire des endroits cachés, des endroits qui posent problème parce qu'ils ne sont pas à la lumière. Et puis bien évidemment, ça c'est une réalité des sciences naturelles, ce sont des intermédiaires obligés de la transformation des matières organiques mortes, des végétaux et cadavres animaux dans les écosystèmes. Donc, dans la plupart des cultures, ils symbolisent la mort. Ce sont, pour revenir sur la représentation qui est à côté, là, j'insiste sur le fait que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une représentation réelle en fait du cycle naturel lié à la présence en particulier des insectes. Ça a été extrêmement difficile de trouver ce genre d'image et ce sont nos collègues hollandais qui ont fait une très belle représentation de ce que représente le cycle de la vie au moment de la mort d'un animal. Alors, un exemple qui va vous montrer aussi qu'il n'y a pas que les insectes qui sont concernés par les problèmes de la perception des détritivores, c'est les vautours. Et là, c'est un peu particulier, c'est en fait l'homme qui, de nouveau, comme le DDT avec les moustiques et la conséquence sur la stérilisation des rapaces, a utilisé, à partir des années 90, un anti-inflammatoire que tout le monde connaît, qui est le diclofénac, qui s'utilise aussi chez les humains, pour traiter le bétail en Inde de manière systématique. Alors, il faut savoir aussi que dans la tradition hindoue, la vache meurt de sa belle mort. Et de ce fait, c'est les vaches qui meurent, les bovins qui meurent, se retrouvent dans la nature et sont en principe, je dirais, recyclés par un certain nombre d'intermédiaires, dont en particulier les vautours, qui sont très importants dans ce contexte-là. Et malheureusement, le diclofénac a produit un effet terrible. C'est un stérilisant, comme un stérilisant de la reproduction du vautour en Inde et ailleurs, bien évidemment.
et ça a entraîné en 30 ans, en moins de 30 ans, l'extinction quasi totale des vautours. Donc, on a eu les pulvérisations d'animaux, de cadavres d'animaux, avec pollution des points d'eau, avec aussi la présence de chiens errants en très grand nombre. Il y a 18 millions de chiens errants répertoriés en Inde, et ce sont aussi des très, très grands transmetteurs de la rage. La moitié des cas de rage en Inde, la moitié des cas de rage dans le monde viennent de l'Inde, et en particulier par les morsures des chiens errants qui ont pullulé du fait qu'il n'y a plus les vautours pour s'occuper des cadavres d'animaux. Et bien évidemment, l'autre intérêt aussi, c'est que, et ça on le verra, parce que c'est un point de comparaison avec la mouche dont je vais parler après, ce sont un métabolisme très particulier qu'on considère comme un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'en en fait, les vautours ont un système de défense immunitaire qui élimine les microbes pathogènes. Alors, maintenant, nous allons parler du principal sujet d'intérêt de nos travaux ici et d'un certain nombre de travaux dans le monde. C'est la mouche soldat noir, qui est donc un diptère, une mouche, et que je considère, et que beaucoup de gens maintenant considèrent comme une alliée de l'homme. Alors déjà, elle a des propriétés qui sont particulières. Elle est non synanthropique. Elle ne vit donc pas au détriment des humains. Elle ne d'ailleurs s'approche pas des humains. Même en élevage, elle ne se pose pas sur les gens, tout simplement parce que l'adulte ne se nourrit pas. C'est aussi simple que ça. Donc, son intérêt, c'est la reproduction et finalement déposer ses œufs pour la femelle sur des aliments qui sont déjà en voie de décomposition. Ce sont aussi, ce qui est intéressant, comme toutes les mouches, des aliments naturels, des animaux monogastriques, c'est-à-dire les volailles, le porc, le poisson, en parlant des animaux d'élevage. Évidemment, ça concerne aussi les animaux sauvages, les animaux dans la nature. C'est aussi très intéressant parce qu'elle est une larve omnivore. C'est vraiment très frappant. Ça consomme pratiquement de tout, des déchets de fruits, notamment les fruits de palmier à huile. D'ailleurs, je citerai très volontiers les travaux qui ont précédé, pionniers de nos collègues en Indonésie, Sorin M et autres, qui ont écrit, entre autres, un très beau manuel sur l'élevage de la Black Soldier Fly, de la mouche soldat noire. Ils ont commencé ces travaux dans les années, il y a une quinzaine d'années, et pratiquement personne ne s'intéressait à ça à cette époque-là. Donc ça mange aussi des légumes, de la viande, des drèches de céréales, des excréments d'animaux monogastriques. Et ça, c'est très, très important aussi. Et un rendement unique. 1 kilo de larves produit en 10 jours, 1 kilo de micro-larves, des larves à la naissance, produit en 10 jours 5 tonnes de larves adultes et 8 tonnes d'engrais organiques à partir de 28 tonnes de déchets. C'est vraiment une capacité de production extraordinaire. Alors, l'élevage est en cours d'industrialisation, on va voir ça un peu plus loin. Et aussi, ils ont un intérêt parce qu'elle est un peu comme le vautour, a priori, de son microbiote intestinal et d'autres facteurs éliminent les microbes pathogènes. Les excréments de Black Soldier Fly ont une composition aussi adaptée à leur assimilation par les plantes. Et vous voyez sur le graphique à droite qu'il y a une véritable intensification des recherches scientifiques sur le web. Et des insectes. on publie pratiquement une quantité très importante de publications scientifiques sur tous les aspects de la vie de Black Soldier Fly depuis 4-5 ans. Bon, alors là, on va parler un petit peu de comment ça se passe au niveau d'une unité d'élevage et de transformation. Ce que je vous ai expliqué, on peut produire donc, des larves à partir d'un certain nombre de déchets. Ces larves sont soit utilisées directement, soit préparées sous forme de farine pour alimenter le bétail monogastrique, c'est-à-dire les poulets. Donc, on était sur la production aussi bien d'un point de vue de larves vivantes que de produits dérivés, que sont les farines, que sont les engrais liés à la production d'excréments qui sont donc utilisables comme engrais, et un certain nombre d'autres coproduits comme la chitine et comme l'huile quand on fait une séparation de la farine d'insectes entre la partie protéique et la partie des huiles. Je vais revenir sur ça. Simplement, je vous donne l'information que toute cette exposition sur les insectes au secours de la planète
cette diapo fait partie de cette belle exposition qui a été présentée dans de nombreux endroits, et qui est vraiment passionnante sur les insectes. Alors, une industrie en expansion, je vous donne le nom d'un certain nombre d'entreprises dans le monde entier qui s'intéressent aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, au Canada et en Chine en particulier, et en Afrique du Sud. C'est les principaux pays intéressés par cette utilisation de Black Soldier Fly. Et vous avez un exemple de Innovafit France qui travaille avec un groupe américain pour produire des quantités très importantes de protéines à partir des déchets. Alors, ils ne précisent pas sur quel type de déchets ils vont travailler, mais bon, tout dépend de la réglementation du pays dans lequel on le fait. C'est assez important aussi de considérer cet aspect-là. Et puis finalement, dans notre groupe, on a contribué d'une certaine façon à montrer que Black Soldier Fly et Metia illucens est une source de nouveaux antibiotiques et de probiotiques, en particulier antibiotiques, bien évidemment, dans une phase préliminaire. Probiotiques, probablement de la démonstration du cul-de-sac pour les pathogènes est en train de se mettre en place, pas seulement avec nos travaux, avec de nombreux travaux à l'extérieur. Mais enfin, en tout cas, on a montré qu'on pouvait éliminer des bactéries pathogènes, non seulement grâce à au microbiote de la mouche, mais aussi grâce à sa capacité comme insecte à produire des peptides antibiotiques, ce qui élimine assez rapidement les micro-organismes qui pourraient être un problème pour cette mouche. On a isolé donc des peptides, on l'a fait, on n'est pas les seuls, et c'était intéressant parce que c'était une bactérie un peu particulière, qui est Helicobacter pylori, qui non seulement nous pose des problèmes à nous tous, puisque 50% de la population est contaminée par Helicobacter dans le monde, et par Helicobacter pylori, mais aussi quand ça devient un problème chronique, et ça entraîne les cancers de l'estomac, qui est un des cancers les plus drastiques en termes de mortalité que l'homme doit supporter. Et on a effectivement isolé aussi des molécules présentes dans la flore microbienne digestive. C'est fait partie des travaux que nous réalisons dans le cadre de PharmaDev, de notre unité, avec l'Université Cayetano et l'Université de Toulouse. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment qui me paraît aussi très intéressant dans une perspective de changer un petit peu la donne de l'élevage industriel. Quand on est en pleine pandémie, on y pense fortement. On essaie de convaincre les autorités péruviennes, et grâce à un financement du ministère de la Production du Pérou, on est en train de travailler sur une hypothèse. C'est qu'une alimentation vivante à base d'insectes augmente la productivité en agissant sur les paramètres digestifs, immunitaires, le stress et le microbiote des poules. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour travailler là-dessus? On travaille d'abord avec une entreprise qui produit de manière organique, enfin bio, des œufs à partir de poules qui vivent en liberté, comme vous le voyez, qui peuvent aussi aller. On est dans une zone désertique, mais malgré tout, tout est organisé pour que les poules puissent aller sur des endroits où il y a de la végétation naturelle, et on va introduire donc les larves comme une partie de l'alimentation. On va étudier la qualité des œufs, donc l'amélioration de la qualité de ces œufs, mais surtout ce qui est le plus important pour nous, c'est à travers des collaborations, on va regarder la réponse immunitaire suite aux vaccinations que les poussins, avant d'être des poules, reçoivent pour les protéger d'un certain nombre de maladies. On va faire une mesure en comparant la réponse immunitaire aux vaccinations sur des poules élevées normalement, enfin sans larves d'insectes, et des poules élevées avec des larves d'insectes, donc toute leur période de productivité des œufs. On va regarder aussi le stress. Il faut savoir que les poules, quand elles vivent en groupe assez important, sont stressées et ont tendance à se picoter les unes les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à contrôler, et il est probable que l'utilisation des larves vivantes diminue le stress. Enfin, il y a déjà quelques preuves à l'extérieur, enfin à l'extérieur du pays, je veux dire, qui le montrent. Et enfin, on va faire une étude moléculaire avec des collègues d'université qui sont particulièrement brillants dans ce contexte-là, puisqu'ils viennent de sortir une publication dans Frontiers,
sur la répercussion de la propagation de la résistance aux antibiotiques dans des élevages industriels en les comparant justement avec les élevages bio. Et l'élevage bio qu'ils ont utilisé, c'est celui justement avec lequel on travaille. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, pour terminer, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que cette larve, ces larves et cet insecte, Hermetia illucens, black soldier fly, la mouche soldat negra, la mouche soldat noire, qui est une très belle mouche d'ailleurs, contribuent, comme on l'a vu, à la production d'aliments sûrs pour les animaux d'élevage. Donc là, on a quelque chose d'important qui est en train de se démontrer petit à petit. Une bioconversion et un recyclage optimal des déchets organiques de toute origine, comme vous l'avez vu, hein, ça c'est important parce qu'on est dans une économie circulaire qui est justement fondamentale pour essayer de respecter cette triade d'une seule santé. Et enfin, ce qui est aussi déjà fortement démontré, c'est les qualités antibiotiques et probiotiques des larves de la mouche soldat noire. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais voilà, j'ai terminé ma présentation. Je suis bien sûr prêt à répondre à toutes vos questions, vos curiosités. Et éventuellement, à d'autres moments, je peux recevoir aussi des questions par mail. Merci. Très bien, merci beaucoup, Michel. Si tu veux arrêter le partage d'écran, voilà, et nous allons revenir sur toi. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous demanderai de tous, tout le monde, de veiller à fermer votre micro. Il y a eu plusieurs interruptions, c'est extrêmement pénible. C'est la première fois que ça arrive et c'est très, très pénible. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, écoutez, je vous encourage à poser vos questions à Michel en utilisant le fil du chat. Donc, voilà, déjà, on a une première question de Fabienne. Avez-vous prévu des résultats et à quelle échéance? Alors, des résultats, on en a déjà en termes de résultats sur probiotiques et antibiotiques, on a déjà des résultats publiés, que j'ai montré à l'écran. On continue à travailler sur d'autres agents pathogènes qui sont très importants dans l'élevage, qui est en particulier Aeromonas hydrophila, qui est une bactérie pathogène pour l'aquaculture, qui est présente dans pratiquement tous les grands élevages de saumon, de truites et d'autres dans le monde. Il y a beaucoup de difficultés justement en aquaculture du fait de la concentration des animaux. Il faut traiter massivement avec des antibiotiques, voire en préventif. Donc, trouver de nouvelles façons de traiter ces poissons, ce serait une bonne chose. Donc, on travaille là-dessus. Et par rapport au projet qui est en cours avec les poules donc au Pérou, on devrait avoir les résultats à la fin de l'année, puisque le projet, l'alimentation des poules par les larves de Black Soldier Fly commence la semaine prochaine. Tout est en place, la production est en train de se mettre en place, parce qu'il faut quand même assurer à peu près 10 kg de larves vivantes chaque semaine pour nos groupes expérimentaux. Et on a des autres techniciens qui s'intéressent à ça et avec lesquels on collabore, en particulier l'Université agraire de la Médina. Merci. Une autre question de Christelle Vernière. Trouve-t-on ces mouches ou équivalents sur tous les continents? Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est une mouche qui est originaire du sud des États-Unis, donc un endroit plutôt chaud et humide, mais qui s'est répandue. Alors, l'histoire précise est mal connue, mais en tout cas, elle s'est répandue sur l'ensemble des continents. On en trouve partout, y compris Toulouse-Montpellier, je peux vous le dire, parce que j'en ai trouvé en Ariège. Tout le sud de la France, il y a des mouches Hermetia. Elles ne sont pas si évidentes à voir parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de mouches domestiques, elles sont un peu plus rares. En plus, on ne sait pas très bien comment elles passent l'hiver parce qu'elles ne sont pas quand même, ce sont des mouches plutôt tropicales et ont une difficulté, en tout cas en conditions d'élevage, à résister au froid. On en trouve en Chine, on en trouve en Afrique, on en trouve partout.
dans tous les continents, il y a des équipes qui travaillent sur ce domaine. Et on a des réunions d'ailleurs au niveau européen sur ces sujets-là depuis quelques années. Il y a une initiative qui s'appelle Insectinov qui permet à tous les chercheurs et les gens intéressés par le développement de cette mouche, d'autres, hein. Il y a d'autres insectes qui sont d'intérêt pour l'alimentation animale et humaine, mais c'est vraiment un sujet important. Merci. Nous avons d'autres questions. Donc, le temps étant un peu court, c'est vrai, bon, peut-être que des réponses un tout petit peu plus courtes permettraient à d'autres personnes de poser. Donc, Marc, est-ce que de petites unités de production en réseau sont envisageables? Tout à fait. C'est en fait toutes les solutions sont possibles. Il n'y a pas de vrai problème pour l'échelle. Le plus intéressant, à mon avis, pour les petits producteurs, c'est d'être à la fois comment dire, producteur de mouches et producteur d'un des animaux qu'elle va manger. Et comme ça, vous utilisez vos déchets. Enfin, si vous êtes un agriculteur et que vous avez des déchets liés aux productions végétales, ben, vous les recyclez à travers les mouches et vous les introduisez dans vos élevages. Donc, tout à fait. Les dimensions, ça va de ce que j'ai montré tout à l'heure, à plusieurs dizaines de milliers de tonnes de farine par an, à quelques kilos. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait envisageable. Il y a aussi un très bon, très bon manuel qui a été produit par mes collègues du groupe d'aquaculture en Indonésie qui explique un peu comment on fait. Il y a un autre manuel présent sur le web fait par une équipe suisse sur Black Soldier Fly, la manière de la produire. Et à mon avis, c'est à la portée de beaucoup de monde et ça vaudrait la peine d'être popularisé. Merci. Une question de Anka Insens. La farine de mouche soldat noir peut-elle être utilisée également comme complément alimentaire, voire médicament pour les humains? Alors, on a fait des essais. Alors, je travaille avec un chef cuisinier péruvien. Il a fait des préparations. Donc, de toute façon, le seul petit aspect particulier de Black Soldier Fly, ça dépend un peu de ce qu'elle mange, mais c'est son odeur. Alors, l'odeur, elle est plus ou moins acceptable. Mais à mon avis, ça ne pose aucun problème de l'utiliser comme un complément alimentaire, en particulier la farine en direct mise dans un complément, que ce soit une barre de céréales ou autre, ça ne poserait pas de problème. On le fait déjà pour Tenebrio, qui est le verre de farine. Ça se fait d'ailleurs en particulier au Pérou, il y a une équipe de l'université agraire qui fait ça. Donc non, c'est sans problème. Et la seule réticence, c'est l'odeur qui est un peu particulière. Mais je ne suis pas sûr qu'avec la farine, on ait de nouveaux problèmes d'odeur, surtout dans cette. Mais on a même, avec le chef, on a fait des préparations que j'ai mangées. En quoi votre recherche est-elle orientée solution et pourrait servir à donner du grain à moudre aux politiques agricoles en matière d'alimentation animale? Oui, c'est un sujet qui m'importe beaucoup et je pense effectivement que ma recherche et la recherche de tous les gens qui travaillent autour de ce sujet est porteuse de grandes ambitions par rapport à changer effectivement la donne. J'ai essayé ici, j'ai travaillé de nombreuses années avec l'industrie agricole La Grande, qui produit des millions et des millions de poulets. C'est pas facile, donc on s'est rabattu sur la bio, parce que c'est une manière aussi d'aborder l'aspect santé, mais effectivement, ça pourrait changer énormément de choses, de changer le système alimentaire, en particulier pour éviter ce qui a été supprimé en Europe, mais qui existe toujours en Amérique latine, c'est ce qu'on appelle les promoteurs de croissance, c'est-à-dire donner de manière systématique des antibiotiques aux poulets durant toute leur vie. Donc, ces poulets vivent 43 jours avant d'être abattus, mais pendant les 43 jours, moins 3, juste avant d'être abattus, on leur donne des antibiotiques, avec des conséquences que vous connaissez, enfin que vous devrez connaître, sur l'expansion des résistances aux antibiotiques dramatiques. Je vous invite d'ailleurs à regarder cet article dans Frontiers de mon collègue Pablo Tsukayama sur ce sujet, l'expansion des résistances aux antibiotiques, grâce à l'utilisation des antibiotiques comme de croissance. D'accord, nous avons une autre question. Tu as dit qu'on en trouvait partout. Connaît-on leurs compétiteurs en population naturelle qui pourraient souffrir de lâchers involontaires? Alors, c'est une bonne question.
j'ai même pensé que ça pourrait être aussi, à l'inverse, une façon de redonner des possibilités aux insectivores d'avoir à manger, sachant qu'on a quand même des vrais soucis qui vont à l'inverse, hein, qui sont la disparition des insectes en général, partout, à cause des néocotinoïdes, qui malheureusement vont être remis en place en France pour quelques semaines. Je pense qu'à ce niveau-là, il est important effectivement d'étudier le cycle de Black Soldier Fly, en particulier compte tenu qu'elle est une mouche nouvelle dans beaucoup d'endroits, mais ça vaut la peine d'être travaillé. C'est une question qui vaut la peine. Il n'y a pas beaucoup d'éléments pour le moment. Les lâcher, ça ne représenterait pas de toute façon grand-chose. Ce qui est important, c'est de voir dans quelle mesure cette mouche, qui est déjà présente à l'état naturel, en particulier dans le sud de la France, représente un problème par rapport aux autres insectes qui seraient présents sur les mêmes niches écologiques. Mais ça vaut la peine, bien sûr, d'être travaillé. Très bien, merci beaucoup Michel. Nous avons terminé notre temps. Et donc, la séance s'arrête. C'est frustrant, c'est vrai, pour tout le monde. Nous avons des tas de questions encore à vous poser, mais la conversation peut être poursuivie par mail. Donc, si vous pouvez très bien envoyer vos questions à michelsauvin@ird.fr. Très bien, mais merci beaucoup Michel. Merci à toute l'équipe de communication de Montpellier, de l'IRD. C'était une bonne occasion de donner cette possibilité, surtout aux chercheurs qui sont expatriés loin. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir Michel.